Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est nous y sommes, c'est le jour J, le jour de la sortie du premier épisode d'une longue série, je l'espère, d'une série YouTube que j'ai eu envie de réaliser, qui va allier deux choses que j'aime bien dans la vie. Dans un premier temps, c'est la cuisine, eh bien vous savez tous que je suis un bon vivant et j'avais envie aussi de vous partager cela, j'adore faire la cuisine, tout cela me vient de ma grand-mère qui est une cuisinière hors pair, 3 étoiles comme à peu près toutes les grand-mères. Et j'avais envie de vous partager ça et de lui faire un clin d'œil en même temps. Et dans un second temps, j'avais envie aussi de vous donner toujours cette notion que je vous donne chaque jour en stream, c'est le partage. Et le partage, ça passe aussi à travers ces joueurs, ces coachs que vous avez tous connus sous un angle bien précis, à travers le jeu, à travers les interviews. J'avais peut-être envie de vous donner peut-être un petit peu plus qui se cache derrière ces joueurs, qui sont vraiment les personnes qui sont derrière, comment elles ont grandi, comment elles sont. J'espère pouvoir vous l'apporter en tout cas sur un beau plateau. Et bah voilà, nous y sommes, j'espère que ça vous plaira, mais surtout n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, tout simplement pour les prochains épisodes. Ça débute et ça s'appelle Les Pieds dans le Plat. Hey, le plan pas du tout préparé, j'espère que vous allez bien. On va mettre les pieds dans le plat aujourd'hui avec Édouard Dubourdeau, vous le connaissez aussi sous le pseudo de Smith, et on va surtout voir s'il est aussi habile en cuisine qu'il ne l'a été sur Counter-Strike. Oh mais qu'est-ce que vous faites là vous? Ça va ou quoi? Ça va? Bah on va aller cuisiner. Bah vas-y. Allez c'est parti. Ouais, ok. Nous y voici sur les lieux du crime, mais surtout chez Eddy. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir, ou plutôt de me recevoir. Bah de rien hein. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, surtout que tu viens faire à manger chez moi, donc je suis refait. Enfin, tu vas aussi faire à manger. Ouais, c'est vrai. Je suis pas tout seul. Alors, j'ai concocté plusieurs recettes pour les pieds dans le plat, mais je me suis dit, tiens, on va commencer par un plat simple, mais qui me rappelle de belles choses, enfin, en partie. Alors, pourquoi j'ai choisi les pâtes carbonara? Eddy, avant que je te le raconte, peut-être, dis-moi, est-ce que ça t'inspire? Je pense que je t'ai dit que j'étais difficile et tu t'es dit vas-y un plat de pâtes le plus simple possible c'est le best. Mais je sais qu'il y a plusieurs façons de les faire et que les Français en termes général on les fait plutôt mal, on met de la crème etc. Moi je sais que j'ai passé ce step là tu vois. Ça y est, t'es endurci. Je regarde plein de tutos et tout sur YouTube, même si je ne fais pas beaucoup la cuisine hein, du tout. Mais je sais que voilà, il n'y a pas de crème, mais ouais ça m'inspire l'Italie, c'est l'été là, il fait beau donc voilà, un plaisir quoi. C'est vrai qu'il fait beau en plus aujourd'hui, on a de la chance. Alors pourquoi ce plat, pourquoi les carbonara? Alors en fait j'ai vécu une histoire idyllique avec une fille en Italie et qui était romaine. Bon, elle l'est toujours d'ailleurs. J'ai retenu quelque chose d'important. Alors déjà c'est que les pâtes sont importantes en Italie, mais surtout à Rome, ils sont très protecteurs sur la pasta al carbonara. Mais surtout qu'ils sont très à cheval sur comment on le fait. Et c'est vrai qu'en France, on a, comme tu l'as dit, on est assez mélodieux avec les pâtes. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir les déguster plusieurs fois. La manière de faire diffère un petit peu, mais ça reste basiquement les mêmes. Donc, on va avoir des pâtes. Donc, on a pris des bonnes pâtes quand même, d'accord? À minima, c'est des Barilla, mais là, on a pris des pâtes italiennes. Donc là, ça sera des fettuccine. Voilà, je trouve que c'est simple, c'est plat, c'est mignon, d'accord? On aura du guanciale, donc qui est avec beaucoup de gras. Ce gras qui est si important, notamment pour les pasta carbonara. On va avoir le parmesan classique, les œufs. On va récupérer les jaunes d'œufs qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va battre et qu'on va surtout rajouter le fromage, le pecorino évidemment Pour faire la sauce. Qui est on va dire la star une des stars de ce plat. Et donc en ajoutant le fromage dans les œufs, la sauce qui de base est liquide va se solidifier un petit peu ou en tout cas va devenir un peu plus épaisse auquel on va rajouter les sucres et le gras du guanciale. Et avec tout ça, avec la chaleur que les pâtes vont dégager, les pâtes vont s'imprégner tout simplement de notre petite potion sans jamais cuire. Et c'est ça le plus important et le plus délicat dans cette recette, c'est que si l'œuf cuit, cela donne une omelette. Exactement. Ouais, j'avais vu ça. Et est-ce qu'on veut une omelette? C'était pas bon, non. Et pour couronner le tout, on rajoutera évidemment du poivre. Okay. Le poivre pour donner un petit peu de punchy à ce plat. Ready? Let's go. On y va? Ouais. Allez, c'est parti.
sommes, ça y est, nous sommes à table, mon cher Eddy. Les pieds dans le plat. On l'a pas encore foutu. On l'a pas encore foutu. Tu préfères le petit orteil ou le gros orteil? Tous les deux moi. J'ai très hâte de les manger par contre. Bon alors, la préparation est faite. Maintenant, c'est le moment de goûter. Et ben, je te laisse ouvrir le bal. Allez, c'est parti. J'ai mis une cuillère pour faire l'italien, mais je suis pas un italien du tout, donc j'y vais à la française. Allez, vas-y. Montre-nous et surtout ça, c'est la française. Dis-nous si c'est bon, si. Bon, spoiler, je les ai déjà goûtés. Mais ça faut pas le dire à la caméra, ça faut pas leur dire ça. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais moi, tu sais ce que j'ai kiffé encore plus, c'est le guanciale qui est croustillant comme ça. Ça se mange comme des chips. Je suis d'accord. Ça se mange vraiment comme des chips. Bon, si on est là, c'est pour parler un petit peu de toi, Eddy, pour qu'on découvre qui est surtout la personne avant le joueur, parce que t'en as massacré des joueurs sur la scène internationale. Ah ouais. Mais avant de massacrer des joueurs sur la scène internationale, t'étais le petit boutonneux dans sa chambre. Et avant ça, t'étais un petit enfant. J'avais pas de bouton. Hein. T'avais pas de bouton? J'ai jamais eu de bouton. J'ai commencé à en avoir un, genre 1 ou 2, tu vois, à 25 ans, je me suis dit, oh non, ça arrive, tu vois. Ouais. Mais non. Non, bah, toi, moi, non, j'y ai pas échappé. Mais ça va, c'était petit passage, tu vois. Ça a duré 6 mois, 1 an maximum. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. T'es né où? T'as vécu où? Je suis né à Beaumont, en Auvergne, à côté de Clermont. J'ai vécu, alors j'ai vécu dans d'autres villes, mais en tout cas ma maison d'enfance où j'ai passé genre 20 ans, c'était à Vic-le-Comte, c'était un petit village, tu vois, où il y avait primaire, collège. Pour aller au lycée, il fallait aller à Clermont, donc il y avait genre 1 heure de train et tout, faire de l'autostop pour aller au train et tout. Enfin, tu faisais l'autostop? Ouais, là, ici en gros à la campagne, vraiment on habitait à la campagne, tu vois. Là-bas en gros tous les jeunes, vu qu'il n'y a pas de bus, tu vois, il y a 3 km pour aller à la première gare, ils font tous du stop le matin et tout le monde s'arrête. Et... C'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Et comment tu as vécu un peu ton enfance? T'étais comment quand t'étais petit? Alors, j'ai un problème, moi, de mémoire. Ça va pas trop aider pour cette interview. Mais vraiment, genre, j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais très jeune. Ouais. Et les souvenirs que j'ai, tu vois, c'est juste des événements ultra marquants. Sinon, en fait, j'ai l'impression que ma mémoire, c'est tout remplacé par des stuffs sur CS et des flashs et des smokes, limite. Non, mais en vrai, je me rappelle pas de tout. Mais je pense pas que j'étais un enfant turbulent. Je pense que j'étais un enfant sage, j'ai fait beaucoup de conneries, hein, mais je pense que j'ai pas été dur à vivre pour mes parents. C'est-à-dire beaucoup de conneries. Ouais, franchement, j'ai fait des trucs de fou. Non, mais c'est des conneries, c'est pas vraiment des conneries, mais tu vois les petits faire ça à l'heure actuelle, tu fais, ouais, attends, doucement quand même. On avait construit genre une cabane, tu vois, dans un arbre. C'est ce que là, c'est réglo. Ça va. On plantait des clous à même l'arbre. Mon pote, il était tombé, il s'était ouvert le genou. Genre, vraiment, on voyait l'os et tout, des trucs horribles. On se faisait des batailles de cailloux dans la cour. J'ai ouvert l'arcade à un pote. Enfin, tu vois, des trucs, des trucs quand t'es petit, tu te dis, quoi. tu vois, si les gens ils font ça aujourd'hui, tu fais, ouais, mais c'est une bataille de monde. Cailloux. Nous c'est pas normal. Mais en vrai, je sais pas si j'ai déjà fait une bataille de cailloux. C'est super marrant. Parce que vraiment, tu joues ta vie, quoi. Donc là, t'as eu chance, pas de. Soit t'es à l'hôpital, soit t'es foutu, quoi. Voilà, et c'est là d'où est né mon amour pour CS. J'ai bien visé, tu vois. Je voulais gagner le chat direct. Je me suis dit, mais en fait, je veux jouer à CS, moi. Non, pas du tout. Mais en vrai, voilà, des conneries comme ça. Et après, les plus grosses conneries, j'étais un petit peu plus vieux, mais je me faisais embringuer par les gens un petit peu plus vieux et tout. En gros, mon frère, il a 2 ans de plus que moi, il avait des potes et je traînais avec eux, moi. Et on avait genre volé une moto. On a volé une moto, tu vois. Genre derrière chez moi. J'ai jamais volé de moto, perso. Ouais, non, mais à la J'ai campagne... volé des bonbons. J'ai volé des bonbons, mais j'ai pas volé de moto. J'ai cassé le U de Super U, moi. Tu vois. Mais pour te dire, tu vois, j'étais un peu con, tu vois, quand j'étais petit. T'avais quel âge? Avec un caillou encore. Je pense que j'ai un problème avec les cailloux. Je sais pas, j'avais 15 ans, tu vois. 14 ans. Non, 13-14 ans, quoi. Je me souviens, je m'étais fait courser par les flics dans le village, on courait et tout, on se cachait. Enfin voilà. Et bon, bref, le vol de moto, je peux le raconter maintenant, moi ça me fait rire. Mais tu vas voir, c'est la chute en fait qui fait rire. C'est en gros, on voit, mais c'était pas, quand je dis une moto, hein, c'était un vieux Solex éclaté de campagne qui marche même plus, quoi. Tu vois. Et en gros, on était dans la ruelle derrière chez moi et on regardait à travers une vieille porte en bois. T'as fait ça dans le périmètre. Ah, mais complètement. Mais tu vas voir, tu vas rigoler. On regarde à travers une fente et on voit, tu vois, cette belle moto, tu sais, pour nous, elle est géniale, tu vois. Et on commence à scier la porte. On a mis 3 jours à scier la porte. On y allait la nuit comme ça. On scie la porte avec mon frère et ses copains. Et boum, un jour, tu vois, on arrive à la scier.
On sort la moto, on va faire le plein, tu vois, on va au Super U, prendre de l'essence, on fait le plein et tout. On a 4 sur la moto dans un parc, on s'amuse et tout, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, en gros, ce qui devrait arriver arriva, il y a un copain qui se plante, quoi. Oh. Il se défonce le genou aussi avec une branche et tout. Les flics arrivent, les pompiers arrivent. Mon frère qui part non, je crois que c'est un copain de mon frère qui prend la moto, qui va l'acheter dans l'Allier, genre dans un fleuve, tu vois. Et le lendemain, il y a ma femme de ménage qui était ma nourrice, qui a été ma nourrice en fait toute ma jeunesse, qui dit voilà, il y a les petits cons qui ont volé la mobilette de mon père hier. Non. Et là, je suis au petit-déj, comme ça, je suis en mode oh là là. Et voilà, et c'est ça la chute qui est marrante. Elle l'a jamais su? Elle l'a jamais su. Bon, elle le saura, non, elle le regardera jamais. Elle regardera jamais. Mais voilà, et c'était la moto de son père, et c'était un vieux Solex éclaté qui a fini dans une rivière. Voilà, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite dans ma vie, et c'est même pas moi, quoi. Je me suis fait. Mais elle est belle. J'étais pas le cerveau de l'opération. T'étais pas le cerveau, mais t'as suivi au moins. Ah, moi, je suivais tout. Hein. Mais à cet âge-là, t'es obligé de suivre aussi un petit peu. T'es obligé de suivre ce que font les autres parce que c'est tes amis, mais même Mais surtout les grands frères. Ouais, voilà. Moi, mon grand frère, je partais en soirée avec lui. On s'enfermait des fois 3 jours dans une pièce. Je me souviens, on appelait ça les 3J. On s'enfermait, alors pas dans le noir et tout, mais on s'enfermait dans une pièce. Et on avait genre des rations, tu vois, pour manger et tout. Et pendant 3 jours, on regardait les Simpsons, on téléchargeait des trucs sur Emule, on jouait de la gratte, on faisait des trucs. Et pendant 3 jours, on savait pas quel temps il faisait, on n'avait pas de portable, les volets fermés, etc. Et on s'enfermait, on jouait à CS, on jouait à des jeux de merde et tout. Et voilà, et ça, c'est des trucs, tu vois, que tu fais. Et enfin, quand je dis ça, en fait, je peux le faire, tu vois, si j'ai 16, 17 ans. Mais là, j'avais 13, 14 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est moins bien, quoi. Je fumais des pètes et tout, mais mon frère, je me souviens, je revenais chez mes parents, j'avais les yeux complètement éclatés. Je fumais même pas, hein. J'avais les yeux, des pupilles complètement éclatées, je me prenais des tartes en mode, t'as fumé en fait, non? Non, pas du tout. Enfin bon, voilà. T'avais 13-14 ans à peu près à cette époque-là? Ouais, je pense. C'était 13 ans, ouais. C'était tes débuts Début CS, ouais. en gros, ouais, je pense, mon frère, on faisait des LAN dans les garages de ses potes. Je pense que c'était en 2000 ou 2001, quoi. Donc, je suis né en 88, ouais, je devais avoir 12-13 ans. C'était mes premiers trucs sur CS. Les plus vieux souvenirs que j'ai, c'est je jouais contre des bots sur siège, je me souviens, je crois. J'attendais à l'autosnipe, des mecs qui remontent et je tuais les mecs et je kiffais, quoi. Et après, ça a été un petit peu plus tard, à 14 ans, quoi, au lycée. Au lycée, j'allais tout le temps au cyber et tout. Bon, comme tous les jeunes de mon âge. Hein. À peu près. Donc là, les débuts de Counter-Strike, ça va commencer à arriver. Là, tu es dans la période à peu près lycée. Ouais. Tu vis toujours chez toi? 1.6. Non, alors la première année de lycée, je pense, j'étais chez moi, donc faire du stop, tout ça pour aller au lycée, tout comme je te disais. La deuxième année, j'ai pris un appartement. Enfin, mes parents m'ont pris un appartement parce que c'était beaucoup plus, c'était horrible quoi de revenir et tout tous les jours et tout. Puis moi, j'avais un petit peu poussé, tu vois, pour avoir un petit peu ma liberté. Et donc, ouais, j'avais un appart à Clermont. J'ai fait des équipes même où il y avait des gens de mes équipes qui étaient venus en coloc chez moi, tu vois. Genre, je pense à quand j'étais chez Web1, à Nikita, à Day, pour les anciens qui peuvent se souvenir de ces choses-là. Ils habitaient chez moi, donc c'était vraiment cool, tu vois. Et puis, c'est le souvenir de tous les bootcamps qu'on a fait chez moi avec toutes mes équipes, avec VG, avec H2K, avec Malek. H2K. Ah non, mais c'est Airflex. Airflex. Ouais, il y avait tout le monde est venu chez moi, KL, Matteo, Airflex, RPK, tout le monde. Oh là là, ça c'était une époque, il y a bien longtemps. C'était les prémices un petit peu Bon, complètement, on n'était pas payé, enfin on était... Tu gagnais des cartes graphiques? Je pense vraiment, à l'époque, on n'était pas payé. Enfin, à part chez VG, quoi, mais chez Web1 et tout, rien du tout. On nous payait déjà nos déplacements, c'était un truc de ouf. D'aller en LAN, tu vois, tout frais payé. J'ai connu ça, mais j'ai connu aussi d'aller en LAN avec à mes frais, où c'est mon frère qui m'a amené, ou mon père avec mon écran cathodique. Enfin, j'ai tout connu, quoi. Mais le début de la professionnalisation, on va dire que c'était, on payait ton hôtel et tes déplacements. Et ensuite, avec VG, à la fin de source, en 2008, VG a commencé à nous donner des premiers salaires. Bon, c'était dérisoire, hein, c'était 130 € par mois, mais vu que on gagnait tout, moi et mes équipes, pendant de 2005
à 2000, à la fin de CSS, quoi, de 2005 à 2011, quoi. Pendant les 6 ans de CSS, je pense que j'ai toujours été dans une des meilleures équipes françaises et mondiales. Bon, on arrivait quand même à se retirer un minimum de salaire, quoi, avec les cash price, avec les cartes graphiques. On n'a jamais gagné de cartes graphiques. On gagnait des tours et des animes, peut-être, et des claviers et des souris, mais on n'a jamais eu de carte graphique. C'était trop cher. Ouais. Mais on revendait ça à 2 francs 6 sous à la LAN, je me souviens. J'envoyais mes tours, moi, des tours qui coûtaient genre 200 balles, tu vois. Je disais, allez, 10 €, tout le monde me voulait. Parce que c'était impossible de reprendre ça Bah en oui, train tu pouvais ou quoi, pas, tu vois. tu pouvais pas repartir avec. Non, c'était pas possible. Est-ce que tu fais bien de parler des LAN? Alors je rappelle pour ceux qui vont nous regarder que là on est sur la période Counter-Strike Source, donc on est sur les prémices de Counter-Strike Global Offensive. Il y avait rien. Moi je me rappelle aussi, tu parlais de tes déplacements en LAN. Moi je me souviens aussi quand j'avais 15 ans, je suis parti faire une pixel avec mon PC qui était plus gros que moi. Donc du coup, t'avais pas le choix en fait. Mais c'est des bons souvenirs ça. Hein. C'était des super souvenirs. J'avais peur qu'on me vole mon PC d'ailleurs dans le train. J'avais tellement peur qu'on me le vole. Et d'ailleurs j'avais dormi à la pixel, j'avais dormi dans une valise. C'est pas une blague. Ben moi aussi. Ma première LAN, j'ai dormi dans une valise. Je pense c'est. On a tous fait pareil. Ouais, je pense que c'est normal. Tu veux pas quitter ton PC, tu sais, tu restes à côté. Est-ce que comment ta famille a vu ça d'un premier œil? C'est-à-dire que moi, je sais que chez moi, par exemple, c'était compliqué. Tu vois, c'est de me dire, oh là là. Tout le monde pense. Ouais, oh là là, il part, il est loin, il va jouer, il s'enferme, machin. C'est quoi ce délire? Alors pour les tournois, moins, je pense. Pour les tournois, moins, parce que. Alors peut-être pour les premiers, j'ai plus trop de souvenirs sur les premiers, mais je pense que je leur avais dit, ouais, vas-y, je vais passer un week-end avec des copains. Comme je te dis, tu vois, mes premiers tournois, j'avais 15-16 ans, donc. Comme je te dis, à la campagne, on n'est pas comme en ville, tout matrixé, tu vois, Oui, sur oui. oh là là. Il y a des galères. Ouais, voilà, on fait du stop, on rentre à 10h chez nous, c'est pas très grave, tu vois, la nuit est tombée. Enfin, tu vois, c'est pas grave, quoi. C'est un peu le quotidien des gens qui vivent à la campagne. Donc ils n'ont pas été trop surpris là-dessus. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont amené, je pense, à ma première LAN, tu vois, en voiture, ça devait être à Poitiers ou un truc comme ça. Voilà, ils m'ont amené, ouais, et je leur ai dit, ouais, j'ai un tournoi et tout de jeux vidéo, est-ce que vous pouvez m'amener? C'est cool, c'est avec des potes et tout. Et ils m'avaient amené, non, ma première d'ailleurs, c'était à Netgate, c'était à Paris, donc, je sais plus, mais je l'avais gagné direct. En gros, quand je suis allé en LAN, je l'ai gagné directement, et quand je suis revenu, j'ai dit, bah, j'ai gagné le tournoi. Ils ont fait, ah, bah, cool, tu vois. Cool, le petit, il s'est trouvé une passion, tu vois. J'ai fait 20 sports dans ma vie, donc j'ai jamais trouvé, tu vois, ce qui me faisait kiffer. Donc, tu as fait plusieurs sports, etc. Est-ce qu'il y en a un que tu as détesté parmi tous les sports que tu as fait? Vraiment, où tu ne regardes pas du tout. Pas du tout un bon souvenir. Le judo. Je trouve ça horrible, quoi, de se taper dessus comme ça. Non, en plus, j'étais vraiment petit, quoi. Quand t'es petit. T'es grand, là, quand même. T'as bien poussé, hein. Ouais, j'ai bien poussé, ouais. Mais les seuls souvenirs que j'ai du judo, c'est les ongles de mon entraîneur. D'accord. Qui était tout jaune, les pieds comme ça. Un aigle. Ça me dégoûtait. Genre vraiment, ça me dégoûtait. Et voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Judo, j'ai pas trop aimé, mais sinon tous les autres sports, j'ai aimé. Je pense tous les sports en fait les sports collectifs, ça a été mon kiff. Le seul sport indiv que j'ai vraiment kiffé, c'est le ping-pong. Mais pareil, je pense que c'est parce que j'avais un certain niveau et j'étais à l'aise avec la raquette dû à mes années de tennis et je pense que j'ai kiffé, quoi. Ah, t'as un petit revers ou un petit coup droit? Coup droit, moi. Ah, coup droit? Revers coupé, mais coup droit, coup d'attaque. Coup droit foudroyant. Ouais, je suis plutôt chaud. Tu foudroies aussi un petit peu à la guitare, non? Ouais, vite fait. En gros, j'ai fait de la gratte quand j'étais jeune. Pareil, mon frère, il s'était mis à la gratte et je l'ai suivi. J'en avais fait peut-être 1 an, 2 ans. Ouais. J'avais dû en faire 2 ans quand j'avais 15-16 ans. Un outil très bien pour pécho des meufs. Non, faut le dire. Tu joues pas de la guitare, voilà. Généralement, le début, c'est pas par passion que tu le fais. Hein. Exactement. Et maintenant, tu vois, je m'y suis remis, là, il y a pas si longtemps, je me suis racheté une petite gratte électrique, et voilà. Mais là, je le fais moins pour choper des meufs. Mais voilà, je le fais pour faire plaisir à ma mère ou apprendre des trucs, tu vois, que les darons aiment bien. Et voilà, et leur rejouer pour leur faire plaisir. Moi, la question surtout qui me vient, c'est la place. Alors là, je rappelle qu'on est aux prémices de Counter-Strike Global Offensive, là où ta carrière a complètement explosé. Toi, tout comme Dan, tout comme Nathan, tout comme Richard, Existence également. On est aux prémices de tout ça, de Kenny aussi, pardon. Est-ce que tu avais de la place
pour l'amour dans tout ça à ce moment-là? Est-ce que tu avais des copines? Est-ce que c'était une priorité ou même pas du tout? Tu n'en avais strictement rien à faire? Moi, j'ai eu quelques périodes où j'ai eu des copines de lycée. Tu vois, mes premiers amours, c'était au lycée, dans différents lycées même, tu vois. Voilà, j'ai eu ça. Mais après, comme un peu tout le monde, quoi. Il y a eu cette grande période, tu sais, adopte un mec, tous les trucs comme ça, tu vois, où tout le monde On a était tous été dessus. dessus. Mais maintenant, tu vois, c'est Tinder et tout. Voilà, j'ai jamais vu Tinder, mais adopte un mec et tout, tu vois, j'étais allé, j'avais trouvé une meuf. Enfin, tu vois, ça avait duré 1 an. Voilà, j'ai eu des relations. Après, j'ai eu plein de relations avec des joueuses aussi. C'est toujours plus facile. Hein, non, en vrai, c'est toujours plus facile de trouver quelqu'un dans ton corps de métier, tu vois, qui comprend directement, plutôt que trouver quelqu'un d'autre qui comprend pas forcément et qui va contre tout ce que tu veux faire, tu vois. Donc, en tout cas, toutes les copines que j'ai eues, on va dire de la vie réelle, même si je déteste cette expression et je trouve ça horrible, mais en gros, des gens qui ne sont pas du jeu du tout, quoi. Elles m'ont toutes dit à un point donné, arrête, tu fais n'importe quoi, tu vas gâcher ta vie, tu vois. Est-ce que toi, justement, c'est marrant, mais est-ce que toi, à ce moment-là, donc on est aux prémices de quelque chose de grand, de quelque chose qui va s'ouvrir un petit peu, surtout en France, pour vous tous. Est-ce que toi, tu y crois à ce truc? Est-ce que tu y crois que tout va exploser? Je pense que vous parcourez la France comme ça, vous gagnez pas grand-chose? Je pense que tu peux demander à n'importe qui. Je pense que je suis un des seuls à le croire et le dire. Je l'avais dit sur une interview Vacarme il y a super longtemps, aux prémices de Vacarme, comme quoi, pour moi en tout cas, l'e-sport, ça allait être le sport de demain, tu vois. Mais tout ça à cause de la génération en fait Internet qui arrivait et que pour moi en fait alors je disais des trucs très tu vois j'étais matrixé, alors je disais la télé c'est has-been, plus personne va regarder la télé, tout le monde va regarder des trucs sur Internet, et je disais ça tu vois mais en 2006 quoi, tu vois 2007 quoi. Donc et les gens ils me disaient toi t'es complètement fou. Les KRL, les Bistou, il y a que Exi tu vois qui est resté, qui avait à peu près mon âge, qui est resté, mais ils sont tous partis, tu vois, tous les autres, Tac, Nikita, Day, enfin tous les joueurs français très forts en fait qui avaient à peu près mon âge sont tous partis à un moment parce qu'on ne gagnait pas notre vie. On arrivait, on commençait à avoir 20, 22 ans, tu vois, on disait frérot, c'est bon, gagner gagner des tours en tech, c'est pas non plus la best perspective de vie. Et moi, tu vois, j'ai toujours dit non, mais un jour, tu vois, c'est sûr, ça paiera, tu vois. Alors, je pensais pas que ça allait être comme c'est maintenant, parce que c'est devenu vraiment huge. Mais j'étais pas surpris, en fait, tous les ans, tu vois, de voir des salaires doublés, des cash prizes, genre, arriver, des Coupes du Monde arriver, etc. J'étais pas du tout surpris. Et ben, la surprise, elle est arrivée. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, on va parler plutôt de ta carrière. Ta carrière, elle a été exceptionnelle, puisque sur la fin de Source, vous faites le switch avec un peu de mal d'ailleurs, si je me souviens bien, puisque à la fin de Source, vous gagnez tous les tournois en France, vous êtes top 1, etc. Et je crois que vous êtes parti essayer le jeu d'ailleurs. Ouais, on a été invité à Seattle, sauf Nathan, parce qu'il n'avait pas 18 ans. Mais les 4 autres, donc moi, RPK, Richard et Exi, on a été invités par Valve à Seattle pour tester CSGO et surtout, enfin en tout cas nous on pensait faire des updates sur Source, en gros, donner notre ressenti sur Source. Donc on est allé là-bas. C'était un voyage de fou, hein, la première fois en Amérique. Vraiment, la découverte de l'Amérique. Ouais, non, vraiment des trucs de ouf, quoi. Les 4 petits Français qui arrivent en Amérique, on comprenait rien. En plus, c'est Valve, hein, ils nous ont mis des suites, mais royales. Ils nous ont invité à un match de baseball en classe premium, avec du champagne et tout. On a halluciné, tu vois. Alors, il y avait qui avec toi à ce moment-là? Moi, Richard, Cédric et Exi. Ah, la dream team de l'époque. Je sais pas s'il y avait Jérôme. Non, je pense pas qu'il y avait Jérôme. Alors, Niac pour Jérôme. Ouais, Niac. Peut-être qu'il était là, je suis désolé s'il était là. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'était Existence, RPK, Shox et donc Eddie qui était en voyage. Et NBK n'avait pas vu venir parce qu'il n'avait pas 18 ans. Et donc ouais, on va là-bas et on teste CSGO et vraiment c'est une merde absolument. Non, vraiment, faut le dire. Mais moi, quand il est sorti, moi je me souviens d'un truc, c'est on teste Inferno, on arrive Tister sur Inferno, il y a tellement de fog, de brouillard de guerre là, que tu vois même pas le mid. T'arrives Tister sur Inferno, genre vraiment. Sur D2 aussi, c'était pareil. Ouais, c'était n'importe quoi. Genre vraiment, et tu pouvais pas shooter.
les viseurs c'était de la merde. Bon bref, nous on y était allés en mode vas-y votre jeu, c'est un peu de la merde. Donc au final on a mis très longtemps à faire le switch, contrairement à Nip à l'époque, qui l'a fait directement. Nous on a mis je pense 2 mois de plus à faire le switch. On a continué de faire les e-series et tout sur Source avant de vraiment faire le switch. Et je pense que c'est ce qui nous a coûté le début de CSGO, notre retard en fait sur le jeu. Et voilà, après bon, il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu le fait qu'ils aient pris l'avantage psychologique sur nous, Nip, à cette époque, ils battaient tout le monde et tout, donc voilà, ça a joué. Mais je pense que le début en tout cas, les mecs qui venaient de Source avaient plus d'avantages sur CSGO que les mecs d'1.6, je pense. Ça ressemblait plus à Source que 1.6. Et on aurait pu avoir un vrai avantage si on avait bossé un petit peu plus au début, quoi. Si on avait switch un peu plus tôt. Il y a la transition, donc on passe sur CSGO. Vous êtes avec VG à ce moment-là. Ouais. Vous switchez avec VG. Ouais. Et commencent les premiers salaires. Alors je ne sais pas si vous avez... Oh, je peux le dire, moi, 130 balles en gagné. 130 130 balles pendant genre 2 mois sur CSGO, 2-3 mois, et ensuite 0. Pendant 6 mois, 6-7 mois. Parce qu'ils n'avaient pas le budget, malheureusement, pour nous amener en LAN, parce qu'à l'époque, c'était pas les TIO, les tournament organizers qui payaient les trajets, c'était l'équipe en fait, donc NIP, VG, etc. Et vu que on allait jouer la CEVO en Amérique, en ci, en ça, on allait en Chine, c'était impossible pour VG de dire ok, bon, on vous envoie à 6 là-bas, voire 7 avec nous. Ça devenait des budgets en fait tellement colossaux que nous on s'est dit vas-y, nos 130 € de salaire là, je crois qu'on gagnait peut-être 260, je sais plus, mais en gros les 1000 balles qui étaient par mois pour les joueurs, on s'est dit vas-y, pour qu'on puisse faire tous les tournois, on vous les laisse et au moins on peut aller faire tous les tournois qu'on demande, et ils nous ont envoyé à tous les tournois qu'on a demandé, donc c'était génial quoi, tu vois. C'était les débuts. On n'avait pas de salaire. C'était les débuts. Et vous avez vous êtes l'une des meilleures équipes en soi du monde à ce moment-là. Non, on est top 2, hein. Il n'y a personne qui nous... Il n'y a personne devant vous à part d'IP, comme d'habitude. Ouais. Les Suédois qui ont notamment la plus longue série d'ailleurs de matchs gagnés, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Ouais, 87-0. Et vous allez faire le switch et vous allez prendre une autre dimension à ce moment-là. Vous allez partir chez Titan. En tout cas, pas tous, une partie. Ouais. Bah, en gros, alors je pense que... Non, chez VG, quand même, on a eu une période où on a gagné. Hein. On a eu la période quand même où on a gagné. On a perdu en fait pendant 1 an. Ensuite, on a remplacé Kenny par Richard. Et là, à ce moment-là, on a commencé à gagner NIP. Donc, on a commencé à être top 1 monde. On a gagné 2-3 events, je pense, ou 3-4 events. Et pendant qu'on gagnait ces events, il y a eu le premier major de CSGO, le dernier tournoi de VG, qui s'est mal passé au final. On a perdu NIP en demi. On finit top 3. Et après, donc, on va chez Titan. Et là viennent les premiers salaires. Ouais, en fait... Titan, c'est un mec, alors je sais pas trop si je peux le dire, si je pense que je peux le dire, mais c'est un mec qui est milliardaire ou millionnaire, multimillionnaire, qui voulait créer un truc, tu vois, dans l'e-sport, ça le bottait. Laisser sa trace. Ouais, voilà, laisser sa trace. Et il a voulu monter une équipe e-sport, donc il nous a proposé, c'était un Français, on a accepté. Donc premier salaire, mais en fait, tout s'est mis vraiment, c'était vraiment, je sais pas trop comment le dire, un peu trop, tu sais, un peu too much quoi. Il y avait les salaires, la gaming house, le truc, le site. Personne n'avait fait ça, tu sais. Le seul truc qu'on connaissait, c'était en Asie, tu vois, les joueurs, tu vois, ouais, qui allaient en gaming house et tout. Il n'y en avait pas ici. Et ça n'existe pas. Titan, ça a été la première gaming house, je pense, en Europe. Peut-être la deuxième, il y en avait peut-être une autre. Mais voilà, on a pris un appartement à Bruxelles. On était tous là-bas, vraiment, c'était l'armée. Ça s'est bien passé. Ouais, c'était. Moi, j'en ai des très bons souvenirs parce que, en fait, je m'en fous, tu vois, de peu importe où je vis, moi, je suis content, tu vois, quand je suis avec des gens que j'aime. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, à ce moment-là, viennent tes premiers salaires. Ouais. Moi, c'est la question qui me vient en premier, c'est comment ça a été réceptionné, fatalement bien, mais comment tu l'as dit chez toi et comment ça a été réceptionné auprès de ta famille? Alors, j'avais pas vraiment quitté le cocon familial parce que je pense que j'étais revenu après ma période lycée à la maison, vu que voilà, je gagnais pas de salaire ni rien. Donc voilà. Alors j'ai de la chance de venir d'une famille, j'allais dire de venir d'une famille aisée, tu vois, je m'appelle Dubourdeau. Pas du tout. Le nom. Non, mais en gros, mon père a
En gros, en tout cas, mon papa a cette fibre de vis ce que tu as envie de vivre. On verra plus tard, tu vois. Je pense que tu peux y arriver. La copine de mon père, parce que mes parents sont séparés, était très en mode fais quelque chose parce que là, c'est la merde, tu vois. Il s'inquiète pour toi. Il ose pas te le dire, mais il s'inquiète pour toi. Ah oui. Ma mère qui s'inquiétait beaucoup pour moi, mais qui me laissait faire au final parce que ma maman est tombée malade en gros. Ma maman est tombée malade, elle a une sclérose en plaques et une maladie aux yeux, une rétinopathie pigmentaire, ça s'appelle, quand j'avais genre 10-12 ans, tu vois. Et donc, je me suis occupé d'elle jusqu'à mes 14-15 ans, tu vois, juste avant que je parte à Clermont prendre un appart et tout. Et je sais que c'était difficile, mais je pense que elle s'est toujours dit, tu sais, si un jour il t'arrive un truc, je pense... en gros, si tu peux gagner ta vie en faisant ce que t'aimes, bah, fais-le quoi. Par contre, si ça traîne un petit peu trop, elle restait quand même méfiante et elle faisait attention à moi, mais comme je pense tout parent, tu vois. Bien sûr. Mais ils ont jamais été en mode non, t'arrêtes à me couper internet, à me couper si tu vas à faire. l'école. Non, ils me laissaient faire. Franchement, j'avais des absences et tout, je leur disais ouais, désolé. Là, j'étais en tournoi, je suis revenu et tout. Ils ont toujours été très cool. Ils ont juste espéré que ça marche et voilà, c'était les premiers les plus fiers quand ça a marché. T'étais très proche d'eux? T'es toujours très proche d'eux aussi? Alors j'ai été très proche de ma maman, moins de mon papa pendant toute cette période, vu qu'ils étaient séparés en fait et qu'ils habitaient pas du tout au même endroit. C'était complexe. Donc en gros, mon frère est allé vivre avec mon père et moi j'ai vécu avec ma maman. Alors il n'y a pas eu de truc de justice ou quoi, hein. C'était nous qui avons choisi. Et on a rattrapé un peu le retard là maintenant avec mon père depuis que je suis revenu, tu vois. On se voit un petit peu plus et tout. Avant, on se voyait 2-3 fois par an, tu vois. Maintenant, on part tout le temps en vacances ensemble. Enfin, tu vois, on essaie de rattraper un petit peu le retard. Mais ouais, en général, je suis très proche de ma famille. Ouais. Et donc là, du coup, l'idée, enfin, même pas l'idée, le fait que tu signes comme ça dans une grosse structure, ça y est, c'est-à-dire que ça démarre. Finalement, toutes ces années passées à geeker, à rien gagner, à voyager, sont en train de payer. Ouais. Est-ce que et toi, comment tu le vois? Comment le voit le jeune Eddy comme ça qui arrive dans une gaming house avec ses potes, avec autant de salaire? Bah, après, autant de salaire, après c'était fou quand même à l'époque, on gagnait genre 800 ou 1000 balles par mois, tu vois. Donc c'était quand même énorme, on était nourris, logis, blanchis. Pour l'époque, je précise quand même. Pour l'époque. Moi, en gros, je pense, je le vois super bien et je me dis, vas-y, mais c'est sûr, tu vois, ça va continuer, c'est le début de la gloire. Enfin voilà, enfin, tu vois, on est enfin payé. Enfin voilà. Après, quand ça a commencé, tu vois, chez NVS, etc. Là, ça commençait vraiment à parler en mode, ok, bon, là, c'est des vrais salaires. On commence à gagner comme un joueur Ligue 2, tu vois. À l'époque aussi, pareil. Je pense qu'il gagne plus maintenant. Mais bon, bref. Mais ouais, franchement, j'étais refait. Hein. De toute façon, vivre du truc que t'aimes, peu importe l'argent, mais juste pour voir en fait faire ce que tu aimes tous les jours, sans te poser 1000 questions, c'est le best truc du monde. Donc dans tous les cas, je pense que c'était ça ma mentalité. Après, je pense pour mes proches, pareil, hein, même pour tout le monde en fait autour, tu vois, ils se disent ok, il a un salaire, c'est une des seules équipes du monde à être payée. Imagine il a plus le niveau, il sera plus payé. Ou imagine il se fait kicker de cette équipe, il est plus payé. Donc en fait c'est quand même super bancal, tu vois. Moi j'y pense pas, tu vois, à l'époque. Je me dis c'est bon, tu vois, c'est parti quoi. Ça y est. On est parti, même si à l'époque Titan, c'est 2013, 14 même. Plus 2014. 2014, j'ai 26 ans. Mes premiers salaires à 26 ans, tu vois, il y a eu quand même un truc, ok. Donc c'est soit mon fils, tu le supportes en mode il va être médecin, ok, il est dans sa 8e année de médecine, je le supporte. Non, si, c'est ça. J'avais 26 ans. T'avais 26 ans. Donc voilà, soit tu le supportes en mode, voilà, ça fait 8 ans qu'il est sorti du lycée et qu'il ne gagne pas un rond, il gagne 0, et je le supporte parce qu'il croit en son rêve. Donc tu vois, c'était quand même un petit peu long. Donc je comprends aussi les gens qui sont partis à 24, 23, 24 ans. Parce que ça faisait peur. Je suis en mode bac plus 5 en fait, mais j'ai rien quoi. Ta première compétition, tu t'en souviens? La première fois que première sur Counter-Strike Global Offensive. DreamHack Valencia. Sur Global Offensive, DreamHack Valencia, on perd NiP en finale, on perd je crois 16-14 sur train, la dernière map.
Je suis pas sûr, mais je crois qu'on gagne des deux. Ou alors il y a 16-13, 16-14, peut-être qu'on prend 2-0, je sais pas. Mais ouais, en vrai. T'avais la pression? Ouais, pas du tout. Pas du tout. Ouais, j'ai jamais eu la pression. Jamais? Franchement, non. Même à Cologne, par exemple? Non. Franchement, aucune fois. En fait, t'es tellement dans ta bulle que la pression, tu peux la ressentir. Dans un. Tu sais, un peu avant, peut-être quand tu rentres et tout, devant le public, Ouais. tu fais les interviews. Tu vois, je suis allé au HL TV Award il y a pas longtemps. Là, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie la pression. Alors que tu jouais Genre, pas. je me suis dit, je vais aller présenter un award devant 600 personnes. J'ai pas de texte, j'ai rien, mais il faut que je parle pendant 2 minutes en anglais devant des gens que je connais pas. Avant, j'étais à côté de Nathan, Richard et tout. Je disais, putain, mais j'ai mon cœur qui palpite, j'ai la patate, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et Ah ça, ouais? c'est le stress, je pense, tu vois. Bah oui. Et bah, ça, je l'ai jamais ressenti de ma vie, en jouant. C'était la première fois de ma vie que je le ressentais. Et j'étais comme ça, tu sais, au HLTV Award, j'étais fou. Et les mecs à côté de moi, ils rigolaient, tu vois, ils disaient, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais je pense eux aussi, tu vois. Oui. Ça les a dépressurisés, le fait Que toi. Je disais, il envoie du champagne et tout. J'arrive pas à respirer. T'es sérieux? Ouais, non, j'étais pas bien. Ah ouais, Et d'accord. pourtant, tu vois, c'est un truc de merde, je pense. bah- Comparé à aller dire, devant 20 000 personnes à Cologne. Bah ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais je te dis, je pense que quand t'es joueur, t'es dans ta bulle et tu la ressens pas, ce truc-là, parce que, ouais, je sais pas trop comment le dire, mais ouais, je l'ai jamais ressenti, quoi. Qu'est-ce que tu retiendras de tout ce passage? Parce qu'il y a aussi ton premier major. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce premier major que tu gagnes? Bah, ton seul et unique de la carrière, mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi au moment où tu le remportes? Le premier major que j'ai remporté, bah après il y a eu un drama et tout Ouais. avec Fnatic en quart, donc la victoire était un peu mauvaise quand même. Bon. Sur le fait qu'on ait gagné par forfait ce quart de finale. En gros, l'historique en fait c'est Fnatic et nous on se tape toute l'année, tu vois. Genre vraiment ils nous battent 3 ou 4 fois de suite Ouais. avant ce major. Je crois qu'on les bat une fois avant le major, ou je crois que c'était la première fois, je sais plus. On arrive vraiment préparé, on les rouste vraiment, on les rouste vraiment. Et dernière map là où sur Overpass, on met 12-3, on met le GR 13-3, et là il se passe voilà, le boost de l'off là, où on perd 16-13 au final. Mais voilà, il y a 13-3, dans n'importe quel monde en fait, s'il n'y a pas ce boost, on finit la map 16-5, tu vois. Bah C'est oui. pas à l'époque, il n'y a pas de comeback à l'époque. Il n'y a pas de comeback. Non, ou Tu fais très pas. peu quoi. T'es foutu. Oui. Surtout en MR15. t'es foutu. 13-3, on a l'avantage, on a l'économie et tout, on est en terreau sur Overpass. Enfin, alors oui, ils auraient pu comeback, mais Ah, on aussi. était trop fort en fait. À cette LAN, on était quand même fort. Et ça s'est vu après par la suite du tournoi. Hein. Mais voilà, donc un peu amer la victoire, le fait qu'on bat Fnatic de cette manière-là. Mais Après, ouais, c'était premier pas de votre major, faute. un plaisir. Hein. C'est cool de laisser sa trace sur le jeu. En vrai, je pense tu t'y rends pas, enfin je m'en suis pas rendu compte à cette époque-là, mais même là, tu vois, à l'heure actuelle, genre les gens, tu vois, ils savent quoi. Genre ils se disent putain, t'as gagné un major, tu vois. Et maintenant tous les joueurs ils cherchent un major Bien sûr. comme si c'était la perle rare, tu vois. Donc c'est important. Moi, je me souviens quand on était à Anvers, c'est la première fois qu'on se rencontre d'ailleurs. On est à Anvers, on est dans la loge Faceit, un petit peu VIP. Ouais. Et là, je vois Patsy et Sirène qui sont devant et qui te regardent, genre en mode c'est Suisse, tu vois. Et, Ouais, qui viennent non, mais complètement. Hein. et qui viennent te voir, alors que eux, ils ont joué sur scène, ils étaient en demi-finale du Major, ils ont été éliminés, c'était lors de la finale, et ils te regardent en mode c'est Smith, tu vois. Ouais, j'avais vu Kinder aussi à la sortie de l'hôtel, il était venu me voir en mode ouais, grand fan et tout. Bah ouais. Putain, frère. Stylé. Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu retiendras de toute cette période? Bah, je pense comme tout, alors je vais dire sportif, mais quelqu'un d'accompli en fait dans son domaine. Je pense c'est ouais, il y a pratiquement que des bons souvenirs, et même les mauvais souvenirs restent des bons souvenirs parce que voilà, ça te forge ton caractère, ce que t'es dans la vie. Ouais, j'ai grandi, hein, comme je t'ai dit, j'ai dû commencer à 12 ans jusqu'à mes 30 ans, je joue encore à Cologne, tu vois, donc ça m'a construit quoi. Genre pendant 18 ans, j'ai fait plein de tournois, j'ai vécu plein d'expériences. J'ai rencontré ma femme, des amis que j'aurai sûrement pour la vie. Enfin, tu vois, tout plein de trucs qui font que voilà, j'ai grandi avec CS, avec la communauté française, internationale, etc. Donc je pense ouais, ça m'a apporté, je pense, je sais pas, hein, alors, je saurais pas trop comment le dire, mais 80% de ce que j'ai actuellement, tu vois, de ma vie quoi. Est-ce qu'il y a un moment particulier peut-être pour toi dans cette carrière où tu as
douter de tes capacités, douter de tes teammates, douter de ton avenir? Alors de mes teammates, jamais. Ça, j'ai toujours laissé cette dure tâche à mes capitaines ou mes managers pour douter des teammates et faire les choix d'évincer les gens. J'ai jamais été pour évincer les gens. Douter de moi, ouais, bah, complètement. Hein. Pourquoi ça a été une des raisons de pourquoi j'ai arrêté, tu vois. En premier lieu, c'est que je me faisais cracher dessus, mais comme rarement personne s'est fait cracher dessus. Je pense que le premier à s'être fait vraiment cracher dessus comme ça, c'est Fiflaren, qui s'est fait évincer de Nip aussi. Et d'ailleurs, Nip ont tout perdu après l'évincement de Fiflaren. Et moi, j'ai été évincé aussi à cause je pense aussi de cette pression-là. Même si mes teammates m'ont toujours dit, wesh, t'inquiète, on te fait confiance et tout. Voilà, t'es le best et tout. Tu vois, tous mes teammates disent, ouais, je suis le meilleur teammate qu'ils aient jamais eu, tu vois. Donc c'était quand même un peu bizarre. Mais oui, il y a eu un moment, j'ai eu une pression quand même de la communauté qui était insoutenable, quoi. D'ailleurs, je suis très content que les sites de betting, parce que c'était à l'époque des sites de betting qu'il y avait ça. C'était pas. Alors il y en a encore aujourd'hui, bien sûr. Mais je pense un peu. Mais à l'époque des sites de betting, les mecs ils pariaient leur maison, ils perdaient leur maison sur un loupé de Smith. Bon, t'inquiète pas qu'on va le retrouver le Smith. Enfin, tu vois. À l'époque en fait tu pouvais perdre vraiment ta vie quoi dessus. Donc, avec du recul, tu vois, je comprends les gens. Non, parce qu'ils sont cons, tu vois, de mettre autant d'argent dessus. Mais je peux comprendre que tu peux avoir la haine, tu vois. Moi, de mes trucs, quand je suis avec mes potes et que je mise 100 balles sur un match de Coupe du Monde et que je vois Mbappé louper un truc, je fais vas-y, Mbappé là, tu vois, je l'insulte moi aussi devant mon canapé, tu vois. Mais je vais pas lui envoyer un message pour lui dire que si je le retrouve, il est mort, quoi. C'est quand même moins fun, quoi. T'as déjà reçu des messages comme mais bien sûr, oui. Est-ce que t'as déjà eu peur Non. Non. Ça a toujours été que des. Ouais, mais c'est des gens sur Internet. Après, j'avoue, j'aurais peut-être dû avoir peur, mais franchement, j'ai toujours fait confiance quand même en l'être humain pendant toute ma vie. Enfin, tu vois, je rencontre des gens, maintenant, je stream de ma communauté, il y a plein de gens, des abonnés qui sont déjà venus ici, tu vois. J'ai des proches qui me disent, oh, quand même, fais attention, tu sais, tu les connais pas, quoi. Genre, ma copine tu les me fais dit ça rentrer souvent dans ta vie et tout. Ouais, t'inquiète, hein. Mais jamais rien m'avait arrivé de mal, jusqu'au jour où. Elle est belle ta maison. Peut-être, mais toujours fait confiance aux gens. Ça m'a jamais joué des tours. Lequel a eu l'idée qu'importe si j'ai gagné la course et parmi les milliers nous avons tous été voilà, faut juste pas chanter. Oh là là. Allez, 3, 4. Bien sympa quand même une petite gratte. C'est plus que sympa même. Ah, tu vois, ça c'est synonyme que t'es un grand charmeur. Ouais, bah c'est mes années lycée. J'ai toujours rêvé de faire de la guitare. J'ai jamais pu en faire parce que je me suis jamais mis dessus. Un jour je me suis dit vas-y, je vais acheter une petite guitare sur eBay. À l'époque, j'ai acheté une petite guitare sur eBay dans le bon coin. Je jouais du trio moi à l'époque. Sinon, c'est bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est Emilia, ouais, non, je l'avais pas ça. Là. Tu l'as passé comme par hasard. Embrasse-moi dessus bas, car maintenant, retracer le ciel. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Les filles, elles kiffaient, quoi. Ah ouais? Non, moi, c'était, Cabrel? T'as pas Cabrel? Non. Putain. T'en as pas une autre? Là, qui est déjà en tête, là? Non. Après, je te dis, je gratouille, mais... Bah, tu gratouilles bien, là. Non. Mais si. T'as des chansons peut-être anglaises, non? Anglo-saxonnes? Ouais, mais il me faut le capot et tout. Le capot. Le caporal. Le caporal. Ah, c'est un truc que tu mets pour jouer plus... Ah, d'accord. Pour jouer en ré mineur. Oh putain, mais ça veut dire que je joue bien, ça, hein. Mais non, c'est beaucoup plus haut. Et je peux pas, là. Vas-y, allez, chope là-haut, chope là-haut. Non, tu peux pas, haut. Tu peux pas? Non, il faut le truc faut qui le bloque caporal. la corde. Ouais. Le caporal. Pas le capot, frérot.
quoi cette interview en fait? C'est. I don't believe it is the way I do about you now. Je fais crier les grillons. Allez, c'est bon, Nof, vas-y, on parle là, un peu là. Bah ouais, mais c'est ces petits moments-là qui sont privilégiés quand même. C'est Il y a le soleil, Putain, on est bien là. Hein. il y a le soleil. Il y a les gens là, ils pensent, mais attends, mais il a des arbres de ouf dans son jardin, Smith. Mais non, j'en ai qu'un. C'est celui-là. Oh, ouais, mais l'autre dépasse chez toi. Tu peux lui demander de les laguer d'ailleurs. C'est vrai. Je vais t'embrouiller avec un voisin parce que frérot, on avait une belle terrasse. Ma mère et ma grand-mère, enfin ma mère et mon oncle ont acheté une maison qui était tout à retaper. Mon oncle était dans le bâtiment. Et en fait, ma maison, elle était en ruine la maison. Ils l'ont achetée en ruine et ils ont fait des travaux et tout. Et ils l'ont rendu, la maison vraiment c'était une maison magnifique, tu vois. Et je regrette, mais ma mère a été obligée de la vendre parce qu'on a eu des problèmes d'argent. Et en gros, il avait un arbre, le voisin, et tous les trucs tombaient sur notre terrasse qui étaient toutes refaites et tout que mon oncle avait mis. Il avait tout fait tout seul, frérot. Et c'était l'embrouille, tous les étés, c'était l'embrouille. Avec les voisins. Moi, j'ai de la chance, tu vois, j'ai pas de voisins, ou très peu, quoi. En tout cas, ils sont très loin, je peux mettre la musique à fond. L'été, on fait des barbecues avec les potes. C'est vraiment, je pense, la campagne, tu vois, à choisir, je pense que c'est vraiment le. Alors, il y a des inconvénients de dingue. Hein. Okay, Parce que j'ai essayé d'aller ouais. chez un traiteur italien, il était fermé. Le guanciale, il faut faire 20 minutes de route pour aller le chercher. Le Okay. guanciale, on va aller chercher à la ferme. Hein. Espérons, Mais en vrai, qu'ils me disent ciao bello. ouais. Et puis tu peux pas faire grand chose, tu vois. Mais la nature, tu vois, la vraie, je pense que c'est quand même stylé, quoi. Ouais, c'est vrai. On va revenir un petit peu sur cette fin de carrière. Cette fin de carrière où tout s'est arrêté. Il y a une période où tu es reparti coach, même d'ailleurs. Ouais. T'étais parti coach. Ouais, en gros, on m'a demandé, ouais, enfin, c'est les joueurs en fait qui faisaient l'équipe à ce moment-là, quand ils ont créé la super team chez G2. Donc, ils m'ont évincé, moi, Scream et RPK, pour garder que Body, Richard et prendre Kenny, Apex et NBK à l'époque. Ils m'ont demandé d'être coach, ouais. Il n'y avait pas de coach à l'époque sur CS. C'était vraiment un test, tu vois, où il y en avait très peu, quoi. Il y en avait un ou deux, tu vois. Tu étais aux prémices de quelque chose. Voilà, on était aux prémices de quelque chose. Ils pensaient que voilà, ça aurait pu être une belle suite à ma carrière. Malheureusement, c'est pas un truc vraiment qui m'a botté, quoi. Alors, Et ça se voyait la passation de connaissances et tout, tu vois, c'est un truc qui me fait plaisir. Pareil, hein, travailler avec les gens que j'aime bien et tout, c'est un truc qui me fait plaisir aussi, hein, bien sûr. Mais c'est juste que je pense que c'était trop tôt, j'avais pas vraiment envie d'arrêter ma carrière de joueur direct. Ça a été fait un petit peu, c'est eux qui ont choisi pour moi. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu dur. Même si j'ai pris quand même le rôle à cœur, j'étais pas non plus à 200%. Alors oui, peut-être que ça s'est vu. Après, côté résultat, je pense, on avait commencé l'équipe, on était vraiment pas bon. On pensait vraiment, même moi, hein, le premier, que l'équipe allait marcher assez vite directement, vu qu'on mettait les meilleurs joueurs français au meilleur rôle dans cette équipe. Donc c'était vraiment la super équipe, tu vois. Mais on a mis longtemps quand même, on a dû recommencer de zéro. On a dû créer un truc de zéro, quoi. Et on a créé une grosse équipe au final qui a changé de direction plein de fois. Alors ça, parce que y a Richard qui aime pas jouer tout le temps de la même façon, etc. Et voilà, bon, c'est des trucs qui... Riri, quoi. C'est Riri, quoi. Après, ça, je lui enlève rien. Pour moi, il a eu quand même eu Enfin, il a eu une très grosse part des victoires de G2 quand il était lead, tu vois, quand on a évincé Exi. Il a quand même gagné quelques trophées en tant que lead. Évincer, le mot est dur, quoi. Ouais, non, mais en vrai, c'est juste que après, faut dire ce qui est. Je pense qu'avec Kevin... on a essayé beaucoup de choses et je pense que c'est un très grand leader, hein, qui a inspiré énormément. Qui a inspiré beaucoup de monde. Ouais. Énormément de gens. C'est juste qu'on est arrivé à un point où en fait l'équipe marchait pas et quand l'équipe marche pas, en fait, tu essayes de la faire marcher, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis passé coach, je pense. C'est juste que, bon, après, ouais, un peu moins parce que l'équipe marchait quand même, l'équipe Scream, RPK, moi, Body et Richard. Je pense que c'est la meilleure équipe que j'ai eue dans CS, point de vue performance et point de vue entente, où on était vraiment une bande de copains, tu vois, qui se la donnait. Donc je pense que c'est une des plus belles équipes que j'ai eues. Et le fait qu'elle a été cassée alors qu'on faisait, on faisait que des demi-finales, tu vois,
on avait un record de playoff quand même assez énorme. Mm. Juste, on avait fail le dernier major. Mm. Mais bon, on savait que l'équipe était morte dans tous les cas. Et puis, c'est l'arrivée aussi des gros sponsors, des salaires à 30 000 balles, enfin, tu vois, des trucs comme ça, qui ont fait que, ok, bon, Smith, le mec qui whiff un peu des shots, là, on va pas le garder. Scream, le headshot machine, on va pas le garder, on va prendre quelqu'un d'autre à la place. Et voilà, et au final, il y a eu cette super team qui a été créée. Moi, ça reste quand même un pas de ma carrière que je retiens et plein d'expériences où où en vrai j'ai bien aimé, tu vois. C'est juste que j'étais tiraillé par mon envie de rejouer et, et voilà. Donc quand l'occasion s'est présentée, et ben, j'ai voulu rejouer. Et on a recréé une équipe pendant quelques mois chez G2 en ramenant Existence et en mettant Shox et Kenny ensemble. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné, même si on a fait un quart de finale de Cologne. C'était pas dégueu en vrai. En plus, j'étais rifle et je me sentais assez bien. Je pense que je faisais des bonnes perfs individuellement. Et puis est arrivé un petit drame dans ma vie où ma maman, qui était donc déjà malade, hein, avec qui je suis très proche, a eu un cancer du sein qui a commencé à se généraliser après. Et à ce moment-là, en gros, j'ai décidé de tout quitter, quoi, de rentrer à la maison. Et voilà, parce que joueur pro, c'est bien, mais tu es très peu souvent à la maison. C'est jamais à la maison même d'ailleurs. Ouais, enfin en tout cas à l'époque c'était vraiment infernal. Les trajets, on partait genre 200 et quelques jours dans l'année. On habitait en Andorre, j'habitais loin d'ici, etc. Donc c'était complexe. Et voilà, il y a eu en fait à un moment un déclic. Alors elle va très bien, hein, tout va bien maintenant. Mais il y a eu un déclic en fait sur le fait que tu fais beaucoup de sacrifices, je pense, quand tu es joueur professionnel, que ce soit au niveau de ta famille ou de tes amis. Et il y a un moment, en fait, tu as un déclic, je pense. Alors moi, c'était à 30 ans, il y en a qui l'ont un petit peu plus tard, etc. Où tu te dis, ben, faut revenir un petit peu près des gens que t'aimes, quoi, tu vois. Genre, c'est bien, tu vois, de vivre de ta passion et de vivre à 100 000 à l'heure pendant 15 ans. Mais il y a un moment, faut savoir dire stop. J'avais réussi mes objectifs, j'avais gagné assez d'argent, tu vois, pour m'acheter ma maison. Et il m'en fallait pas plus, tu vois. Alors même si, oui, j'aurais tiré 1 ou 2 ans de plus, j'aurais peut-être été tranquille jusqu'au bout de ma vie, tu vois, c'est possible. Là, faut quand même que je charbonne beaucoup, mais bon, enfin voilà, j'ai quand même, à 30 ans, j'avais ma maison payée sans crédit, j'avais ma voiture payée sans crédit. Et je pense que c'est quand même quelque chose de... C'est un accomplissement. C'est un truc de ouf, ouais. Genre, enfin, quand je regarde, tu vois, mon grand frère qui est un modèle pour moi, il lui reste 18 ans de crédit, quoi, à payer, quoi. Donc, T'as pas à courir après ça. voilà, j'ai pas à courir après ça, j'ai un toit sur ma tête, donc voilà. Donc t'as préféré t'arrêter au meilleur des moments au final, quelque part. Ouais, je me souviens le moment où je l'ai annoncé, je me souviens, on était en bootcamp chez G2, tout le monde a commencé à chialer et tout, du fait que je parte, en me disant bien, est-ce que tu es sûr et tout. Alors que je savais de toute façon, c'était un bien pour l'équipe, hein, que je parte, tu vois, l'équipe marchait pas comme on le souhaitait. Je pense que ça aurait été un bien pour l'équipe, tu vois, de prendre des jeunes, Jackie à l'époque, Lucky, il y avait Amanek aussi qui est venu chez G2. Enfin voilà, tu vois, je pense que c'était un renouveau qui était nécessaire. Nécessaire. Moi, au final, j'avais pas forcément envie de rejouer, tu vois, c'est juste d'avoir été derrière les joueurs pendant 1 an. Je me suis dit, vas-y, mais en fait, le jeu est beaucoup trop simple, en fait. Tu vois, quand tu es derrière, Bah oui. tu vois tout et en fait, tu dis, putain, mais... T'es omniscient. Ouais, tu vois des erreurs, en fait, tu te dis, mais putain, jamais je l'aurais fait, tu vois, cette erreur. Et, mais voilà, mais à 30, comme je te dis, tu vois, à 30 ans, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui arrête à 30 ans, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'à un moment, ça tire trop, en fait, je pense. Donc c'était le bon moment. J'aurais pu essayer pendant 1 ou 2 ans, et j'aurais pu, je pense, mais j'ai pas voulu. Et le switch aujourd'hui, c'est-à-dire que là maintenant, bon, tout le monde le sait, mais peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo mais qui ne te connaissent pas, donc retraité de CS, mais pas vraiment. Tu es toujours un petit peu... Pas vraiment, ouais, je joue toujours à CS, mais alors plus que quand j'étais joueur. Non, non, quand même pas, mais ouais, je stream. Alors, je te dis, hein, j'ai une chance inconcevable, hein,
de pouvoir toujours vivre de ma passion. Et même à 35 ans maintenant, depuis 5 ans de stream avec une commu, que j'aime et qui est très bienveillante. Et voilà, je stream tous les soirs avec eux. Je leur apprends à jouer, je leur gueule dessus. Enfin, voilà, tu vois, je fais passer mes savoirs un C'est petit peu frustrant au parfois. second degré. Ah, mais complètement, je pète les plombs. Ils me font péter les plombs, mais je pense que c'est ce qu'ils aiment et moi j'aime, tu vois. Ça me garde ce côté un petit peu compétitif, tu vois, qui sera toujours là, hein, malheureusement. Je joue à n'importe quel jeu, j'ai envie de gagner, tu vois. Maintenant, C'est le côté compétiteur. ouais, la graine a été plantée, j'ai envie de tout gagner, tu vois, partout, quoi. Même quand je joue à un jeu de société, donc je suis un peu imbuvable là-dedans. Mais... Bah, c'est l'âme d'un compétiteur. Ouais. Et aujourd'hui, tu es plutôt satisfait de streamer comme ça? Tu fais tes petites game viewers, etc. Est-ce que tu te complais dans tout ça? T'aimerais plus? Ou t'aimerais Alors, faire d'autres choses? Voir peut-être sur un autre jeu? Ou... ouais, je pense que je me suis un peu enfermé dans un truc, game viewer, etc. Après, c'est ce qui marche, tu vois, c'est ce qui me rapporte de l'argent. J'ai pas de sponsor à l'heure actuelle, j'en ai jamais eu, tu vois, depuis 5 ans, parce que les sponsors qui tournent auprès de CS, autour de CS, c'est plus du gambling et des trucs de casino, etc. Et je me suis jamais rattaché à ça. Je suis un grand addict dans la vie, tu vois. Je fume, je bois du coca, j'aime la vie, tu vois. Enfin, non, mais je suis addict de tout en vrai. Et, euh, et je me dis que c'est une drogue, tu vois, comme beaucoup de trucs C'est une addiction. voilà, qui pourrissent un peu la vie des gens. Et j'ai pas forcément envie de m'associer à ça, alors que ce soit pour ma communauté ou même pour moi-même, tu vois. Et surtout pour moi-même, parce que ma communauté, je pense que tous les gens sont responsables, tu vois. Il y a plein de streamers ou même de tournois maintenant qui organisent Bien sûr. des choses avec ces partenaires-là, parce qu'il n'y en a pas forcément d'autres. Donc je les dénonce pas non plus, hein, je les jette pas sous le bus, attention. Mais c'est juste que moi, tu vois, pour moi personnellement, j'ai pas envie En gros, c'est juste que je me fais un film, tu sais, je me dis, imagine, tu vois. J'accepte un partenariat comme ça, alors je suis riche, hein, je vous le dis, là j'ai plus besoin de rien, je pense. Il n'y a plus aucun souci. Non, il n'y a plus de soucis pour quelques temps, mais c'est juste que je me dis, j'ai rencontré des gens, je ne citerai pas les noms, mais qui ont des partenaires comme ça et qui arrivent à claquer limite plus en dehors, tu vois, de leur session Oui, dans le casino. Donc ça veut ok, dire qu'ils j'ai sont compris. tombés addicts et qui dépensent limite plus que ce qu'ils gagnent, tu vois. Et moi je me dis juste que, imagine, tu vois, je tombe addict à un truc comme ça et je dois vendre ma maison pour X ou Y truc, et je serais dégoûté en fait. Genre, C'est nul, normal. quoi. Et voilà, et comme je disais, je le mets sur le même point qu'une autre drogue, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, si demain t'es non-fumeur et on te propose de fumer 5 clopes par stream pendant 3 mois, je pense qu'au bout de 3 mois, il y a moyen que tu sois fumeur. Il y a Bah, moyen que tu ne le sois pas non plus, mais mais il y a moyen il y que a une chance que tu le sois. Il y a même une très Et grande chance. moi, je pense que je fume 3 clopes par mois pendant 3 mois, 3 clopes par jour pendant 3 mois, je pense que je deviens fumeur. Donc je pense que je deviens addict au casino. Donc j'ai pas envie. Et c'est une philosophie plus que respectable. L'argent qu'on te donne, ils le prennent quelque part, quoi. Tu vois, c'est juste ça en fait. Et je préfère, tu vois, qu'on me donne, je sais pas moi, beaucoup moins d'argent et qu'on me dise, t'as vendu 10 souris ce mois-ci, on te donne 100 balles, tu vois, plutôt Ça sera un que... petit peu plus quand même. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Au final, aujourd'hui, si on fait un rapide résumé de tout ce qu'on a vécu là ensemble, alors il y a eu la cuisine, Ouais. il y a eu la table, Ouais, il y a maintenant l'extérieur. Il y a eu la petite entrée aussi. on est bien, hein. Franchement, on n'est pas si mal. Tu reviens quand tu veux. C'est vrai? Oui. Ok, je J'ai reviens plein pour de les... chambres dans la maison. C'est l'objectif bootcamp là C'est bientôt. l'objectif bootcamp. T'aimerais bien avoir une équipe? Ouais, franchement, je te dis, peut-être sur le stream plus tard, quand j'aurai des sponsors, etc., il y aura plus de trucs où je ferai plus de trucs, ouais, pour tryhard un petit peu plus. Je pense que c'est ce qui me définit et c'est ce que j'ai envie. C'est juste que ça marche moins quand je le fais là maintenant. Donc, vu que je tire un peu sur les bords, je suis obligé de faire ce qui marche, malheureusement. Bien sûr. Mais ouais, faire plus de choses, faire une saison, que ce soit ESEA, mais même avec des level 10, à leur apprendre des trucs, ou même suivre des level 3, tu vois, et les coacher et leur gueuler dessus, tu vois, ça peut être des trucs qui peut apporter à 5 personnes et qui peut être entertaining. Donc ouais, franchement, je
franchement, j'ai plein d'idées et j'espère que ça se réalisera dans les prochains temps. Bah, je te l'espère de tout cœur en tout cas. Merci beaucoup Eddy de m'avoir reçu pour cette première des pieds dans le plat. Merci à toi. Alors t'as kiffé le petit orteil? Ouais, c'était pas mal, hein. On a mis un pied droit. On a mis un Le pied droit. Ouais, La on n'a pas prochaine mis les deux. Allez, on mettra le deuxième plus tard. Allez, quand tu veux. Merci ma poule.